Bonjour, aujourd'hui je suis avec Julien et avec Médoc et nous allons parler du phénomène Kickstarter. Bienvenue dans Extra Life. On va imposer un petit peu les bases. Kickstarter, c'est quoi exactement et ça sort d'où? Est-ce que vous savez ça un petit peu? Ça sort d'où? Non, je sais pas. En fait, moi, j'ai découvert ce délire de Kickstarter avec les news de Julien. En fait, toutes les news sur les Double Fine, sur les Brian Fargo, les Tim Schafer, tout ça. Donc, c'est Julien qui les a écrites pour 100%. Et au bout d'un certain nombre de news, à force de voir ce truc Kickstarter, je dis oh, je suis quand même le responsable des news, faut que je sache de quoi ça parle cette connerie. Et donc je m'y suis intéressé là il y a quelques jours et c'est crazy, mais peut-être que pour nous expliquer plus en détail ce que c'est. Alors Julien. en fait Kickstarter c'est un site de ce qu'on appelle du crowdfunding, c'est-à-dire que les gens arrivent avec un projet qui a besoin de financement et ils font appel aux internautes en fait pour faire des promesses de dons afin d'obtenir le budget pour réaliser ce projet. Et pour rendre la chose plus aguichante, plus la promesse de don est importante, plus tu vas avoir une sélection de récompenses, genre un poster dédicacé par l'équipe, un artbook, le CD de la musique, et ainsi de suite. Et ça peut aller jusqu'à des sommes affolantes avec des récompenses du genre Tim Schafer vient chez toi et danse la Macarena, quoi. Donc voilà, en fait, c'est le principe. Je sais pas si je donnerais beaucoup pour ça, moi, personnellement. Ça dépend dans quel délire tu Alors, fais ça. Kickstarter, c'est pas le seul site qui fait ça, hein. Il y en a d'autres. En France, on a Ulule, par exemple, qui existe, qui est beaucoup plus petit, mais qui fait la même chose. Et puis il y en a d'autres certainement, Et Kickstarter, c'est pas non plus spécialisé sur le jeu vidéo. Oui, on peut financer plein d'autres projets différents. Donc en fait, on peut nous-mêmes s'inscrire et faire une appel aux dons, par exemple pour financer un clip de Zouk avec Médoc, ou alors un bouquin écrit par Julien Pirou, etc. C'est possible. Ouais, tout à une fait. BD, une expo, une installation in situ. J'ai même vu un projet de danse. Enfin, tu vois, tu finances. C'est pour ça que je donnais l'exemple. Ouais, non, t'as raison. Mais alors du coup, c'est quoi? C'est des promesses de dons ou c'est des dons? Alors, c'est des promesses de dons. En fait, le projet Kickstarter va être ouvert pendant une certaine durée, par exemple un mois. Et pendant ce mois, les gens font des promesses de dons. Et une fois arrivé à la fin du mois, si l'objectif est atteint, à ce moment-là, les dons sont encaissés. En fait. D'accord, ok. Donc jusqu'à la fin du mois, tu as le droit de te rétracter si tu changes d'avis. Et si jamais l'objectif n'est pas atteint à la fin du mois, par contre, c'est tout ou rien. Tu vois. Donc si c'est pas atteint, ça ne marche pas. Les gens ne payent rien et le projet est considéré comme fail. Quoi. Donc les gens sont remboursés, c'est ça qui est important. Les gens ne sont pas remboursés dans le mesure où ils n'ont rien déboursé. Ouais. C'est pas débité. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a pas de... Avec ce genre de projet, tu vois, tu aurais tendance à croire qu'il y a peut-être une dimension arnaque et tout. Non, c'est simplement si le projet, le projet arrive à atteindre un certain palier d'un point de vue financier, là ça débute et puis sinon tu n'as rien déboursé. Donc ça c'est intéressant. Par contre, et c'est ce qui peut-être fait lever le sourcil à un certain nombre de gens aussi, c'est que Kickstarter n'a pas de pouvoir sur les projets. Il ne va pas les vérifier si effectivement il réalise le projet derrière. Ensuite, on a vu que sur les différents projets qui sont en ce moment lancés dans le jeu vidéo sur Kickstarter, derrière, systématiquement, il y a un nom. Donc là, en l'occurrence, le premier, celui qui a déclenché un petit peu tout le phénomène, c'est Tim Schafer, donc de Double Fine. On va rappeler Tim Schafer, c'est quand même le monsieur qui a en partie créé Monkey Island, Devil Tentacle, des point and click, Full Throttle, juste mythique. Donc le mec, moi personnellement, a participé au fait que je travaille aujourd'hui dans le jeu vidéo. C'est un bonhomme, rien à dire. Ensuite, on a un nom comme Brian Fargo, dont tu avais pas mal parlé donc dans un Retro and Magic, qui est le monsieur qui est un peu le père fondateur du RPG. L'un des pères du RPG, en tout cas, l'un des créateurs qui a mis l'histoire au cœur du RPG, en fait. Parce qu'avant lui, c'était du donjon, de l'XP, tout ça, mais il n'y avait pas vraiment de scénario. Et c'est vraiment lui, avec Interplay, qui va mettre l'histoire au cœur du jeu, ou dans un petit bouquin à côté, comme dans Wasteland justement, on était allé chercher les paragraphes pour lire la description de ce qui se passait dans le jeu, parce que il n'y a pas assez de mémoire pour mettre vraiment des dialogues et des machins comme ça. Et puis ensuite, le troisième nom, c'est Allo.
Donc là, vous le connaissez peut-être, il est peut-être un peu moins connu, on va dire. C'est lui qui est derrière la série des Légendes Solari, donc qui était une série de jeux d'aventure, on va dire Très bonne sexy, série. sexy avec un personnage complètement à la loose, genre qui était vraiment très sympa. Et on a également Jordan Weissman, Voilà. donc Un monsieur peut-être plus connu des rôlistes, puisque c'est le fondateur de FASA, c'est le créateur de Battletech, de Shadowrun, de Crimson Skies, d'un certain nombre de licences, qui après a fondé FASA Interactive, a fait un certain nombre de jeux, notamment tout ce qui est MechWarrior, tout ça, et qui ensuite, sa boîte a été rachetée par Microsoft. C'est là que ça a commencé à se gâter un petit peu. Et pareil, il a fait d'autres choses, il a monté une boîte qui s'appelle WizKids, c'est lui qui a créé HeroClix, enfin c'est quand même un monsieur qui sait faire des jeux dans toutes leurs formes. Et qui après, à un moment donné, a pu racheter les licences de ses propres créations à Microsoft pour en faire des jeux en fait. Donc voilà. Et là, il a lancé via Kickstarter un projet de nouveau RPG Shadowrun pour PC et tablette. Et donc lui, du coup, c'est un peu moi la question que je me posais au départ, c'est clairement avec un Tim Schafer, on sait qu'il a Double Fine, il a un studio derrière lui, il a déjà plein de jeux à son actif, donc il a des outils. Donc déjà existants, il a des moteurs, il a un savoir-faire, donc il n'y a pas de souci. Par contre, pour un Weissman, par exemple, est-ce que lui, derrière, il a une boîte qui va lui permettre de développer en fait son projet réellement? Weissman, il a un studio qui s'appelle Airbrain Schemes, qui avait fait un jeu sur tablette qui s'appelle Crimson Steam Pirates, dont on avait d'ailleurs parlé. Oui, on en avait parlé dans la rubrique smartphone et tablette. Et qui, je pense, est un bon indicateur du type de DA et sur lequel on peut s'attendre pour son jeu Shadowrun. C'était très steampunk, un petit peu, avec des bateaux pirates, etc. Ouais, c'est très, très proche de Crimson Skies, en fait, et je pense que c'est pas anodin le choix du titre non plus. Complètement. Alors tu parlais juste à l'instant des mecs avec est-ce qu'il y a un studio derrière. Il y a aussi dans une de tes news, il me semble que c'était dans une de tes news, ou peut-être que j'ai lu ça sur internet, mais il y a un projet, je crois que c'est c'est très très vague ce que je raconte. Vas-y. Je crois que c'est pour Wasteland, dans lequel s'ils atteignent une certaine somme, il y a Obsidian qui va s'impliquer dans le délire. Je crois que c'est Seb qui avait écrit cette news, mais effectivement, en fait, Brian Fargo, il a un studio qui s'appelle Inxile Entertainment. Il a fait le Bard's Tale en 3D il y a quelques années. Il a fait Hunted the Demon's Forge il y a quelques mois. Qui était un jeu coop, genre un TPS coop. C'était pas génial, mais tu t'es correct. Je sais que Gabriel, il a bien aimé. Qui avait fait la critique donc Classic du Plus, il n'a pas fait grand bruit en tout cas. Non, c'est vrai. Mais effectivement, sur Wasteland 2, il y a eu cette promesse qui maintenant, j'imagine, va être tenue, vu qu'ils ont dépassé la barre des 2 millions, de faire participer l'équipe d'Obsidian, et notamment Chris Avlon, qui était l'un des créateurs de Fallout 2, de Planescape Torment, de plein de jeux. Voilà, donc respect. Mais a priori, c'est plus du consulting d'Obsidian avec Inxile qu'une participation en tant que développement en fait. Mais ils vont pas prêter leurs outils, parce que j'avais lu aussi un délire d'outils. En tout cas, il va y avoir du savoir-faire d'Obsidian qui va être dans le délire. Et donc, ça me permet de parler justement un petit peu plus d'Obsidian, qui manifestement s'implique un peu dans ce délire Kickstarter. Ils en avaient parlé il y a quelques semaines, au moment où il me semble que Tim Schafer, Double Fine, tout ça, on entendait un peu parler partout, et ils avaient dit c'est bien, c'est une bonne initiative. Nous, on serait peut-être intéressés par ce genre de délire, parce que en fait, Obsidian, c'est triste en ce moment ce qui passe. Enfin, ils sont en difficulté en ce moment, notamment à cause de Fallout New Vegas. Ils avaient un style de contrat avec Bethesda qui disait que si, d'une manière générale, si sur Metacritic pour être précis, ils avaient 85% ou plus, ils allaient toucher des royalties sur New Vegas. C'était super traître. Ouais. Ils ont eu 84 les mecs. Donc ils avaient le venin et du coup ça les a mis en difficulté. Et le pire, je fais une petite parenthèse, mais ils ont eu 84 parce qu'au moment où les notes sont sorties, le jeu était buggé à droite à gauche, ce qui a été rectifié après dans les semaines et les mois qui ont suivi. Mais c'est pour ça aussi qu'on a, quand un jeu se prend des critiques un peu moins bonnes, on se rappelle de c'était le 3e épisode de Gears of War où les gars ils se prennent un 8 sur 10 dans une critique et ils sont là, oh là là, c'est scandaleux, machin, on méritait au moins 9.
C'est parce que le moindre truc qui peut faire baisser la moyenne, ils savent qu'ils vont faire une croix sur leur bonus derrière. Voilà, c'est ça. Donc c'est le pouvoir qu'a pris Metacritic, ça serait un bon sujet pour un autre extra live, ça a peut-être déjà été fait d'ailleurs. Non, mais pas on va encore. le faire Mais là. c'est le pouvoir de la presse. Et là, une nouvelle fois, on pourra aborder les relations entre la presse et les éditeurs. Voilà. Et c'est clair que là, ça fausse le jeu. Mais ça a toujours été un petit peu le cas aussi. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les notes dans les magazines servaient en fait pour les commandes pour la grande distribution. C'est-à-dire qu'on va prendre un ou autre, regardait le console plus de l'époque et ils disaient genre ok je commande tant de boîtes si le jeu a plus de 90%. Et donc du coup là aussi il y avait des vraies conséquences quoi là-dessus. Mais c'est vrai que ça touchait plus l'éditeur que le développeur pour le coup. Effectivement. Donc on peut trouver ça dommage, on peut même trouver ça un petit peu petit peu vicieux de la part de Bethesda, mais toujours est-il que ça a mis dans une situation délicate Obsidian. Et qui avait fait donc cette annonce, qui avait fait ce commentaire, une des personnes Obsidian avait dit ouais Kickstarter c'est nice. Et quelques jours ou quelques semaines après, on apprend que il y a un de leurs projets qu'ils avaient avec Microsoft qui a été annulé, en fait. Et alors c'est évidemment pas lié officiellement, mais on a envie de se dire, voilà, que ce phénomène Kickstarter, il fait pas forcément plaisir aux éditeurs. Et on va préciser quelque chose ici tout de suite, c'est que ça marche. Donc par exemple, Tim Schafer voulait lever $400 000, je crois. Elle levait genre en très très peu de temps $1 million. Je crois que là, ça a été largement dépassé depuis. La dernière fois que j'ai regardé, ils étaient à 3,3 millions, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc évidemment, ça fait peur aux éditeurs, parce que là, soudainement, ils sortent de l'équation, et là, les développeurs sont directement en contact avec leur public, qui finance leur projet, ce qui leur laisse une grande liberté, et ce qui permet ensuite derrière d'éviter les problématiques avec des bonus squeezés à cause d'une mauvaise note, etc. Exactement. Donc ça change complètement la donne, et c'est vrai que ça peut faire peur un petit peu aux éditeurs. Mais je pense... Qu'est-ce que vous pensez que ça va évoluer comment tout ça? Parce que évidemment, on a encore besoin aujourd'hui des éditeurs, et on peut se dire que par exemple, un petit studio avec derrière lequel il y a un grand nom peut générer donc suffisamment d'argent, d'attente, parce que le public est déjà là, adore les productions passées de ce mec-là par exemple, et donc du coup là l'argent va tomber à flot. Mais par contre sur d'autres projets ça va être beaucoup plus compliqué. Donc du coup les éditeurs ont quand même leur place, toujours aujourd'hui évidemment. Alors peut-être, alors je sais pas si ça a 100% en rapport avec ce que tu viens de dire, ce que je m'apprête à dire, mais j'ai vu, donc, tu vois je te préviens déjà, mais j'ai vu donc sur le forum de No Life en fait, parce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent aussi à ce phénomène Kickstarter, et j'ai vu un lien notamment vers un site qui donnait un petit peu des stats de ce qui se passait sur Kickstarter avant et après l'épisode Double Fine. Et donc tu voyais qu'avant Kickstarter c'était il y avait un petit peu de monde tout ça, mais ça restait timide. Après Double Fine et Tim Schafer, donc ça a ramené évidemment beaucoup de monde, mais pas que pour ce projet. Et en fait, pas que pour le jeu vidéo. En fait, tu te rends compte que les gens arrivent, découvrent Kickstarter, découvrent 1 milliard d'initiatives qui sont susceptibles de leur plaire, et donc les mecs mettent des sous dedans, tu vois. Donc j'imagine que ça profite à tout le monde ce genre de truc, et je pense que, enfin, je suis pas sûr qu'on tombe dans un délire de monopole des gros studios. Qui vont prendre les sous des gens, tout ça, et puis finalement les petits studios vont se retrouver en galère. Non, je pense que ça profite, le fait d'avoir des grosses annonces, des gros noms, des gros studios, ça profite aussi aux petits studios. Et puis ça dépend aussi de la taille du projet. Évidemment, donc on se connaît sur Kickstarter. Là, on peut voir un projet de Tim Schafer avec Double Fine derrière. Donc, on va verser une certaine somme pour atteindre l'objectif fixé. Et ensuite, on peut verser un tout petit peu moins pour sortir une BD, d'un auteur qu'on adore, qui puisse finir son travail. Et puis, une nouvelle fois, donc là, les sommes levées, c'est $4 millions, on en est à peu près. Donc, pour Tim Schafer, un peu plus de 3 millions. Et donc du coup, c'est largement insuffisant pour développer par exemple un FF ou un Assassin's Creed, etc. Donc il faut toute proportion garder. Un Red Dead Redemption aurait coûté à peu près $100 millions. Là, ça va être difficile de lever $100 millions auprès des fans. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça permet à des éditeurs de continuer de faire vivre des jeux que les gros éditeurs considéreraient comme des jeux de niche. Ou des licences mortes. Et donc là, les éditeurs peuvent, grâce au soutien des fans, continuer à faire vivre ces jeux. J'ai envie de dire tant mieux, parce que il y a eu cette crainte au cours des dernières années d'une certaine uniformisation
du jeu vidéo vers que les des jeux FPS, action-aventure. que des free-to-play MMO. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, c'est bien parce que ça permet ça donne une respiration pour les jeux qui sont moins bankable entre guillemets. Maintenant, faut bien se dire que même avec 3 millions, Tim Schafer, il va pas faire un Assassin's Creed ou un Red Dead Redemption, il n'y aura pas la même durée de vie, il n'y aura pas le même nombre d'assets, il n'y aura pas la même production value et tout ça. Ça sera une autre échelle de jeu. Et ça, j'espère que les gens qui donnent des sous sur Kickstarter en ont conscience. Ouais. Qu'ils n'ont pas en train de se dire j'ai donné, maintenant j'attends un jeu du niveau d'un Call of Duty. Tu vois. Ouais, mais justement, moi je pense, j'ai l'impression qu'ils en ont conscience parce que justement, la manière dont ils présentent leur projet sur Kickstarter, ils donnent quand même beaucoup de détails. Ils réservent des surprises. Enfin, ils vont pas t'expliquer le jeu, les étapes du jeu, le nombre de niveaux, tout ça. Mais ils donnent quand même. Quand tu regardes le projet, t'as quand même une idée assez précise de ce que tu vas avoir. Par exemple, j'ai regardé. Donc du coup, je me suis intéressé au truc. J'ai regardé The Banner Saga, un truc avec des Vikings. Donc moi, je kiffe les Vikings. Et c'est du tactics. J'en ai plus qu'entendu parler. Par exemple, moi je vais mettre des sous dedans, tu vois, par exemple. T'as mis des sous dedans, toi? Oui. Ah ben voilà. Moi je vais mettre des sous dedans alors. Celui-là, si je me trompe pas, en fait, il était lancé sur Kickstarter avant que Tim Schafer ne lance son truc. Et c'est un des jeux qui n'a pas de grand nom, mais qui a bénéficié justement de cet engouement. Alors que le financement, ils avaient du mal à le trouver, d'un seul coup, il y a eu Tim Schafer et le jeu Double Fine, et hop, en quelques jours, eux aussi, ils étaient financés. Et du coup, là, pour le coup, The Banner Saga, il n'y a pas de grand nom derrière. Non, c'est des petits gars qui sont motivés et qui c'est bien, ça profite à tout le monde. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Et le jeu, enfin, tu regardes la DA, elle a l'air, elle est sympathique comme tout. Le truc, c'est un tactique. Il va y avoir une dimension multijoueur. Rien que ça, moi je dis Viking, multijoueur tactique, je dis oui. C'est développé en France, c'est un projet français ou... Alors non, parce qu'en fait sur Kickstarter n'accepte que les projets de sociétés qui sont sur le sol américain. Ouais. D'accord, ok. Donc ensuite il faut passer par l'équivalent français si on veut financer des projets typiquement français. Ok. Pour l'instant en tout cas, j'imagine que vu le succès qu'ils rencontrent, ils vont peut-être penser à essayer de s'ouvrir, mais ça pose plein de questions légales. Dont je laisse aux juristes le soin de réfléchir là-dessus. Okay. Et donc du coup, il y avait aussi ce que tu disais tout à l'heure d'ailleurs un petit peu, c'est sur le côté licence morte qui peut être relancée. On a par exemple donc avec Allo, donc il veut lancer lui un Leisure Suit Larry HD. Et quelque part ça permettrait de, si ça marche, s'il arrive à financer son projet, si ensuite le jeu sort et qu'il s'écoule genre comme il faut, etc., qu'il trouve son public, derrière ça peut convaincre un éditeur de mettre beaucoup plus de sous pour relancer carrément la licence. En l'occurrence, ils l'ont dit clairement, à l'heure actuelle c'est Codemasters qui a racheté la licence Larry à Activision. J'ai envie de dire c'est pas plus mal qu'on voit ce qu'Activision en avait fait, mais et ils ont clairement dit au studio de développement, pour l'instant on vous donne pas la licence pour pouvoir faire un vrai nouvel épisode. On veut d'abord vous voir à l'œuvre sur un jeu HD. Donc voilà, et donc sur Kickstarter ils disent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question, genre pourquoi un remake HD, on préférerait que vous nous demandiez de financer un nouvel épisode. Et on dit pour l'instant, on n'a pas encore la licence pour faire ce qu'on veut. On est à l'essai, entre guillemets. Voilà, donc, ils veulent prouver à Codemaster que la licence elle a toujours du potentiel. Donc une nouvelle fois, c'est pas quelque chose qui automatiquement va squeezer donc l'éditeur. Donc les éditeurs ont toujours leur place, quoi. Ce qui est quand même une petite inquiétude. Et du coup, est-ce que vous avez des envies particulières par rapport à certaines licences qui pourraient être relancées? À qui vous donneriez un petit peu d'argent? Quels sont les projets, les suites très attendues qu'on ne voit pas arriver? J'en ai 1000, je m'attendais pas à cette question. Toi, t'as une petite idée ou pas? Alors, moi, il y en a un qui est facile parce que je sais qu'au mois de mai, ils vont lancer leur Kickstarter à leur tour. C'est la suite de Tex Murphy. D'accord, ok. Under a Killing Moon, Pandora Direct. Okay, voilà. Eux, ça fait des années qu'ils font des petits jeux casual en essayant d'avoir les sous pour faire une vraie suite. Et donc, voyant le phénomène Kickstarter, ils s'apprêtent à aussi le faire. Oui, parce qu'en fait, là aussi, c'est vrai, parce que il y a beaucoup de petits développeurs en fait qui font ce qu'on appelle entre guillemets de l'alimentaire, c'est-à-dire qu'ils vont faire des petits jeux pas spécialement intéressants ou alors des jeux publicitaires, etc., de manière à réunir les sous qui ensuite leur permettra de développer leur projet, leur propre bébé. Et là, ça permet peut-être d'accélérer un petit peu plus les choses en leur donnant l'opportunité, tout de suite, de lancer un projet qui leur tient à cœur sans passer par la case alimentaire. Donc c'est une nouvelle fois, c'est tout bonus. Ça enlève aussi le risque de dire on fait un projet en sachant s'il se vend pas, on est mort. Oui. Là, le jeu est financé.
au moins ils ont cette sécurité-là. Et ce qui est intéressant, c'est l'initiative de Brian Fargo qui a lancé ce qu'il appelle le Kicking It Forward, qui est une sorte d'initiative à laquelle les projets Kickstarter adhèrent ou pas, et de dire si on a été financé par Kickstarter, on s'engage à donner genre 5% des bénéfices qu'on fera avec le jeu une fois qu'il sera en vente pour financer les projets des autres. Ça, c'est vachement bien. Et ça, c'est une belle initiative. Et c'était déjà le cas aussi avec, par exemple, Double Fine, tu le disais dans ta news. En fait, il n'y a pas que genre des joueurs comme nous qui financent le projet, il y a également des personnalités du jeu vidéo, donc qui donnent un coup de main aux potes. Donc, par exemple, il y avait le fondateur, donc la personne qui avait créé Minecraft, Marcus Persson. Donc il y avait également des membres de Naughty Dog, etc., qui donnaient de l'argent également pour participer au truc. Beau, je trouve ça. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qui se rendait compte, c'est que les plus grosses donations venaient de gens de l'industrie du jeu vidéo. En fait. Tous ceux qui, j'imagine, en avaient chié pour avoir du budget pour faire leur jeu, ont répondu à l'appel pour soutenir ceux qui. Oui, bien sûr, parce qu'ils savent ce que c'est que de missionner. Tout ça. Mais du coup, j'ai une question. Comment est-ce que, au moment où le projet se lance, est-ce que le site palpe un pourcentage sur les transactions? Comment ça se passe? Ils se font des sous là-dessus? On sait ou pas? Non, je ne sais pas. J'ai pas creusé. On n'a pas creusé la question. Okay, bon, il faut regarder sur Internet. C'était une question comme ça. Et donc, pour revenir à ce qu'on aimerait voir comme projet, tout ça. T'as trouvé? Presque. S'ils n'avaient pas annoncé un nouveau XCOM, tout ça, stratégie, j'aurais dit ça. Maintenant, moi, j'aimerais bien un style de... comment s'appelait ce jeu? Privateer. Ouais. Vous voyez ce que c'est? Ouais, dans l'espace, genre un petit peu à la Elite, voilà, l'exploration. Au moment de la diffusion de cet Extra Life, il y aurait eu un Retroid Magic dessus. D'accord, je ne sais pas. Mais, d'accord, il est prévu pour quand le Retroid Magic? Je peux te dire tout de suite si on le verra pas. Dans 3 semaines. Ah non, ça sera après la diffusion de cette émission. Donc bientôt un Retroid Magic Privateer. D'accord. Ben moi j'aimerais bien avoir un truc de ce style. Okay. Un truc comme ça, ouais. Là je serais content. Bien. Toi, t'as une petite idée? Moi, j'avoue que mon deuxième choix, ça aurait été un nouveau Free Space, donc c'est un peu dans le même esprit. Ah bah c'est carrément dans le même esprit, quoi. Mais c'est vrai que j'avais fait la news là sur Wing Commander Saga il y a pas longtemps. C'est un genre de jeu qu'on ne voit plus quasiment. Et ça fait partie de les genres de jeux de simulation que moi j'adorais, c'était les MechWarrior, les simulations de méca, donc ça revient, donc je suis heureux. Et de l'autre côté, les simulations spatiales, et ça pour l'instant, par des trucs faits par des fans, il n'y en a pas. Donc si quelqu'un, créateur de Free Space, Chris Roberts, je ne sais pas, créateur de Wing Commander, si tu veux faire un nouveau jeu, lance un Kickstarter. Avec Marc Hamill ou cette fois-ci ou pas? Il a pris un petit coup de vieux, Marc Hamill. L'ayant vu il y a pour les 20 ans de l'Empire contre-attaque, là, il y a 2 ans, l'année dernière. Il a une belle voix, il peut prêter sa voix. Oui, non, mais tu l'avais vu dans Wing Commander, c'était dans le 3. Ouais, c'est dans le 3, dans le 4 et dans le 5. C'est bizarre. Mais son personnage est supposé être plus ou moins mort à la fin de Wing Commander 5. Ah d'accord, ok. D'accord, il faudrait que ce soit un reboot en ce cas. Il pourrait être là mais plus jeune, mais du coup ce serait pas lui. Enfin bref. Merci beaucoup. On espère que vous en avez appris un petit peu plus sur Kickstarter. C'est vraiment que c'est un phénomène qu'on va suivre, qui va permettre sans doute de rebooster un petit peu toute la scène indépendante. Et donc ça c'est intéressant, qui avait déjà repris du poil de la bête grâce à tout ce qui était dématérialisé. Donc plateforme de jeux dématérialisées, que ce soit Steam, PSN, XBLA, etc. Et également smartphone et tablettes tactiles. Et donc là c'est un nouveau souffle encore qui arrive et qui va permettre de voir débarquer, de voir surtout des projets renaître et également des choses complètement neuves. On est content de voir débarquer des Journey. Donc, et là, clairement, c'est Sony qui prend un risque. C'était un vieux deal qui avait été signé il y a longtemps, etc. On sait que c'est toujours difficile de lancer des projets qui ne sont a priori pas commerciaux. Et donc là, ça va permettre peut-être justement de voir plus de jeux différents et un peu moins de... Parce que clairement, j'espère qu'on ne verra pas des FPS sur Kickstarter, qu'on aura vraiment d'autres styles de jeux, donc un peu neufs. Maintenant, les 2 grandes inconnues qui restent, c'est est-ce que les projets Kickstarter arriveront à vraiment se lancer s'ils n'ont pas une licence existante ou quelque chose un peu reconnaissable derrière. Un grand nom, voilà. Est-ce que ça va pas finalement faire une bulle Kickstarter qui, à bout d'un moment, les gens vont se lasser et je pense que ça dépendra de la qualité des jeux au final. Donc ça, c'est la grande inconnue pour l'instant. Complètement. Donc on attend de voir finaliser les vrais jeux sortis grâce au financement de Kickstarter, et puis on verra ce que ça donne et on en parle. D'ici là, à très bientôt pour un prochain Extra Life et encore merci.